Et si la chose qui suivait les gens jusqu'à chez eux à Londres n'avait jamais été un monstre, pourquoi chaque victime était-elle terrifiée uniquement après avoir rencontré le même homme? Et lorsque le lieutenant Columbo a finalement découvert la vérité, pourquoi cela lui a-t-il paru encore plus sombre que le mythe lui-même? Chapitre 1. La pluie déferlait sur la ville, en longs rubans argentés, transformant les rues de Londres en reflets flous d'elles-mêmes. À 11h30, les cloches de Saint-Martin-in-the-Fields se sont fondues dans le brouillard, tandis qu'un taxi noir traversait lentement Bloomsbury, ses phares glissant sur les librairies fermées et le trottoir mouillé. À l'intérieur du taxi, le docteur Adrian Vale restait parfaitement immobile. Il était psychiatre de profession, bien que les journaux préféraient le terme expert en système de croyance pathologique. Les producteurs de télévision faisaient appel à lui dès que des sectes, des délires ou une panique générale s'emparaient de l'opinion publique. Il possédait le don rare de parler calmement des peurs irrationnelles sans jamais paraître sceptique. C'est pourquoi les gens lui faisaient confiance. Ce soir, la confiance avait amené quelqu'un à son appartement. En face de lui était assise Marianne Bell, 38 ans, journaliste d'investigation, assez intelligente pour savoir quand on lui mentait et assez obstinée pour continuer malgré tout. Elle regarda par la fenêtre mouchetée de pluie. « Tu crois vraiment que quelqu'un m'a suivi ?» demanda-t-elle doucement. Vale ajusta le revers de son pardessus anthracite. « Je pense, dit-il doucement, que vous avez subi un stress extraordinaire. » Ce n'est pas une réponse. Non. Il esquissa un sourire. « Ah, ce n'est pas le cas. » Le taxi s'arrêta devant un élégant immeuble géorgien près de Russell Square. Vale paya le chauffeur et tous deux montèrent les marches de pierre sous une lanterne de laiton vacillante. Marianne hésita avant d'entrer. « Avez-vous déjà eu l'impression, dit-elle, qu'une ville se souvient des choses ?» Val la regarda. « En quel sens ?» Comme si certaines rues conservaient quelque chose. Il a déverrouillé la porte. « Vous faites des recherches sur les légendes urbaines depuis 6 mois, a-t-il répondu. Votre esprit crée des schémas là où il n'y en a pas. » Elle laissa échapper un rire nerveux. « C'est bien ça. Je pensais la même chose avant. » L'appartement était impeccable. Des bibliothèques tapissaient tous les murs, des ouvrages de psychologie, d'anthropologie, de sciences des religions, des croquis encadrés du Londres victorien, un disque de jazz joué doucement quelque part au fond de l'appartement. Lumière chaude, du scotch cher, sécurité. Fabriqué avec soin. Val prit son manteau. « Vous tremblez, a-t-il remarqué. Je n'ai pas bien dormi depuis des jours. Cela arrive lorsque la peur se ritualise. » Elle le regarda d'un air sévère. « Tu crois encore que je l'ai imaginé ? » « Je pense, dit-il en se servant 2 verres, que vous vous êtes fait peur avec une histoire. » Marianne accepta le verre mais ne but pas. « Il y a 12 disparitions, a-t-elle déclaré. Toutes liées au même signalement. Des observations signalées, a corrigé Val. Des gens qui disaient des choses les ont suivis jusqu'à chez eux depuis le métro. Une histoire de fantômes modernes. Ils ont disparu. Des gens disparaissent chaque jour à Londres. Elle s'est rapprochée. Vous connaissiez Daniel Fry. Ça a atterri. À peine. Vale baissa son verre avec un calme mesuré. Oui. Il vous a contacté avant de disparaître. Un patient a contacté son psychiatre. Rien d'inhabituel. Ah, il disait aux gens qu'il y avait quelque chose devant son appartement tous les soirs. Daniel était schizophrène. Il était terrifié. Vale soupira avec compassion, le soupir exact d'un homme épuisé par l'incompréhension du public concernant la maladie mentale. Marianne, quand des personnes vulnérables entendent des histoires, elles les absorbent. Les illusions sont contagieuses en ce sens. La peur se propage. Mais que se passe-t-il si quelqu'un est à l'origine de cette peur ? Une pause, très petit, très dangereux. Val sourit alors. Voilà. Quoi ? Le journaliste. Tu crois que je cours après des chimères ? Je pense que vous vouloir. Il doit y avoir quelque chose d'extraordinaire. Elle l'observait maintenant attentivement, essayant de déterminer si son calme était sincère ou feint.
Malheureusement pour elle, c'étaient les deux. Val traversa la rue en direction des hautes fenêtres qui la surplombaient. Des piétons avançaient dans le brouillard, portant des parapluies semblables à des fleurs sombres. « Vous savez pourquoi les histoires de fantômes survivent » demanda-t-il. « Pourquoi ? Parce que les gens ont besoin de donner une forme à leur angoisse. Les villageois du Moyen-Âge accusaient les démons, les victoriens, les esprits. Aujourd'hui, on accuse les traumatismes, les complots, la surveillance. » Il se tourna vers elle. Mais la peur, elle, ne change jamais. Marianne prit finalement une gorgée de scotch. Et que faire ? Toi, blâmer ? Il sourit de nouveau. Solitude. Cette réponse la désarmait plus efficacement que le déni ne l'aurait fait. Elle se détendit légèrement, ce qui signifiait que le moment était venu. Veil regarda sa montre, 23h47. Précis. Marianne l'a remarqué. « Vous attendez quelqu'un ? » ?»« Non. »« Mais vous avez regardé ? » ?»« Une habitude. » Il s'est installé dans l'alcôve de la cuisine tout en continuant à parler d'un ton désinvolte. « L'obsession pose un autre problème, » a-t-il déclaré. Elle restreint la perception. Elle s'appuya contre le piano près de la cheminée. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Cela signifie qu'une fois que les gens décident qu'ils sont tentés, il ouvrit un tiroir en silence. Il cesse de remarquer les dangers ordinaires. La seringue était déjà préparée, liquide transparent, paralytique à action rapide, quasiment impossible à retracer correctement si l'on savait comment masquer les indicateurs toxicologiques. Val le glissa dans sa manche avec une élégance acquise au fil du temps. Marianne s'est dirigée vers la bibliothèque. Ses brouillons d'articles étaient là, imprimés, annotés. Elle fronça les sourcils. « Vous avez lu ça ? C'est vous qui me les avez envoyés. »« Non, j'en ai envoyé un. » Silence. Un léger changement d'atmosphère. La première alarme instinctive. Elle se retourna lentement. Veil resta calme, trop calme. « Vous avez fait des recherches sur moi, dit-elle. J'étais inquiet. Vous avez interviewé Daniel Fry après sa disparition. Non. Vous l'avez fait. Sa respiration a changé. Et voilà, reconnaissance. Pas la vérité, pas encore, mais la proximité. » Val s'approcha doucement, les mains visibles. « Marianne, vous avez dit à la police qu'il était instable. Il était instable. Vous avez enterré son témoignage. Tu es épuisée, Exy. » Elle recula. « Vous connaissiez chacune des victimes, n'est-ce pas ? Toujours calme, toujours patient. Vous devriez vous asseoir. Non, tu as peur. Je devrais partir. » « Oui, dit Veil d'une voix douce. Vous auriez dû. » Il a alors bougé rapidement, pas violemment, efficacement, une main autour de son poignet. La seringue pénétra sous la mâchoire avant même qu'elle ait pleinement compris ce qu'elle ressentait. Marianne eut un hoquet de surprise. Son corps se contracta. Quoi ? Le verre s'est brisé sur le sol. Val la tenait délicatement tandis que la paralysie se propageait. « Un pas de panique » murmura-t-il. « Il est important de ne pas paniquer. » Ses membres ont lâché presque instantanément, les yeux grands ouverts, respiration superficielle. Elle essaya de crier, mais seul un son rauque en sortit. Val la déposa doucement sur le tapis à côté de la cheminée. La pluie tambourinait contre les fenêtres. Le jazz continuait de jouer. « Sais-tu ce qui est remarquable à propos de la peur ?» demanda-t-il doucement. Elle le regarda avec horreur. Cela favorise la coopération entre les gens. Des larmes lui montèrent aux yeux. Il s'agenouilla à côté d'elle, presque tendre. « Je n'ai pas créé cette entité, » a-t-il déclaré. « Ce sont les autres qui l'ont fait. » Il écarta une mèche de cheveux de son visage. « Je lui ai simplement donné une direction. » Ses pupilles tremblaient, conscient, incapable de bouger. Ces histoires se sont répandues parce que les gens en avaient besoin. Il retira un cordon de soie de la poche intérieure de son manteau. Une chose invisible qui suit des inconnus jusqu'à chez eux à travers Londres, murmura-t-il. C'est élégant en réalité. Les villes modernes sont construites pour des prédateurs invisibles. Marianne essayait désespérément de respirer plus vite.
Vallée l'a remarqué. Doucement, dit-il d'un ton apaisant. Tu vas bientôt t'évanouir. Et puis, presque à regret, vous vous êtes approché de trop près. Le cordon se resserra autour de sa gorge avec une précision clinique. Pas de rage, pas de frénésie, juste de la pression, mesurée, professionnelle. Leurs regards se sont fixés l'un sur l'autre au moment où la vie les a quittés. Val a observé attentivement tout ce temps, pas cruellement, scientifiquement. Une fois cela terminé, il resta immobile pendant près de 30 secondes. Écoute, pluie, jazz, circulation ci-dessous, rien d'autre. Puis il se leva. La phase suivante a commencé immédiatement. Il a posé les chaussures de Marianne à côté de la porte, son sac à main près du canapé. Une chaise renversée, une scène interrompue, pas assassinée, perturbée. Il ouvrit son ordinateur portable et programma l'envoi d'un brouillon d'email à 2h13 du matin. Je crois qu'il m'a suivi à nouveau. Simple, crédible, exactement ce à quoi les gens effrayés s'attendaient à lire. Val essuya les surfaces méthodiquement, pas d'empreinte digitale, sans fibre, aucune difficulté. Il avait répété toutes les éventualités il y a des semaines. Finalement, il s'approcha de la fenêtre et contempla la ville endormie. Londres luisait sous le brouillard comme quelque chose d'enfoui sous l'eau, ancien, indifférent, parfait pour les histoires, parfait pour la peur, parfait pour disparaître. Puis, faiblement, quelque part en contrebas dans la rue, il aperçut une silhouette vêtue d'un imperméable beige froissé qui luttait en vain avec un parapluie. Le petit homme marmonna quelque chose au mécanisme, abandonna complètement et erra sous l'auvent d'une boutique voisine. Val le regarda à peine. Un autre parfait inconnu, épuisé, errant dans les rues de Londres après minuit. Il ferma le rideau. Chapitre 2. Le matin arriva décoloré et humide. Le brouillard ne s'était pas dissipé au-dessus de Russell Square. Il s'était simplement suffisamment dissipé pour que Londres puisse continuer à fonctionner en dessous. Des agents en uniforme ont parcouru l'appartement du docteur Adrian Vale avec un professionnalisme discret, veillant à ne pas déranger plus que nécessaire. La scène dégageait une propreté presque gênante. Non pas le chaos de la violence, mais quelque chose de plus calme, quelque chose de plus froid. La sergente détective Hélène Mercer se tenait près de la cheminée, examinant des photographies, tandis que les ambulanciers transportaient le corps de Marianne Bell vers le couloir. Aucun signe d'effraction, a rapporté un agent de police. Mercer hocha la tête distraitement. Et les voisins ? On a entendu de la musique vers minuit. Personne n'a entendu de dispute. Un autre agent s'est approché. L'ordinateur portable était ouvert à notre arrivée. Un brouillon de courriel était programmé pour une livraison express. Mercer leva les yeux. Qu'est-ce que ça disait ? L'officier hésita. Je crois qu'il m'a suivi à nouveau. Un bref silence s'installa dans la pièce. Même les policiers n'aimaient pas le dire à voix haute, ce qui suit les gens jusqu'à chez eux. Londres Bell avait passé 6 mois à faire semblant de ne pas y croire, tout en ne parlant que de ça. Mercer se frotta la tempe. Il faut faire taire les tabloïds avant qu'ils ne transforment cela en cirque. Trop tard. Dehors, des caméras attendaient déjà derrière les barrières de police. Mercer soupira, merveilleux. À ce moment précis, le lieutenant Columbo arriva, portant une tasse de thé en carton et l'air visiblement offensé par le temps. Son imperméable semblait plus vieux que plusieurs gouvernements. Sa cravate était légèrement de travers. Et son expression laissait deviner qu'il s'était égaré par erreur dans le mauvais bâtiment et qu'il en était profondément gêné. Un jeune agent de police l'arrêta immédiatement. « Monsieur, cette zone est interdite. » Columbo cligna des yeux. « Oh, oui, c'est vrai. » Il chercha ses papiers d'identité à tâtons, manquant de faire tomber sa tasse de thé. « Excusez-moi, ma femme dit que je devrais tout ranger dans la même poche, mais après j'oublie laquelle, vous voyez. » Le gendarme resta bouche bée. Mercer se retourna et le reconnut. « Oh mon Dieu !» Columbo sourit poliment. « Matin. Vous êtes le consultant ? » « Oui, madame. » Elle s'approcha de lui avec scepticisme. « Les homicides de New York ont été envoyés toi ? Techniquement, ils ont envoyé les documents en premier. Je suis arrivé après. »
Mercer expira par le nez. Les Américains paraissaient toujours plus impressionnants à la télévision. « Vous avez vu les rapports ?»« Un peu. » Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule dans l'appartement. « C'est l'affaire Bell ?»« Oui, et le docteur Veil a trouvé le corps. Vers 7h15 ce matin. » Columbo hocha lentement la tête, absorbant les détails en silence. « Je n'étudie pas. Je le remarque. C'est lui là. » De l'autre côté de la pièce, Adrian Veil se tenait près de la bibliothèque et parlait à voix basse avec un autre inspecteur. Il portait un col roulé noir sous un manteau de laine sombre, élégant même dans le chagrin, maîtrisé, coopératif. Mercer baissa la voix. Il a été utile. Je suis sûr. Il connaissait la victime professionnellement. Oh, c'est triste. Columbo prit une autre gorgée de thé. Alors, ça vous dérange si je regarde un peu autour de moi ? Mercer fit un geste à contre-cœur. Soyez mon invité. Columbo entra dans l'appartement d'un air apparemment désorienté. Il n'examina rien directement. Au contraire, il semblait distrait par des objets sans importance. Le disque de jazz repose toujours sur la platine. Le porte-parapluie près de l'entrée, une ampoule grillée dans la lampe du couloir. Il s'est accroupi près du verre de whisky brisé à proximité de la cheminée. Hein, Mercer observait avec impatience. « Vous voyez quelque chose ?»« Non, madame. » Il leva légèrement les yeux. « Je me demandais simplement comment on pouvait faire tomber un verre d'aussi loin du canapé. » Mercer fronça les sourcils. « Vous pensez qu'il y a eu une lutte ?»« Oh non, non. » Columbo se leva prudemment, ses genoux craquant bruyamment. « Enfin, peut-être. Je ne sais pas encore. Ma femme fait tomber des objets partout dans la maison. Il y a 2 semaines, elle a laissé tomber un poulet parmesan entier. » Il esquissa un sourire. Le chien a passé la meilleure soirée de sa vie. Mercer n'a rien dit. Columbo se dirigea vers Veil. Le psychiatre se retourna avant même que Columbo ne se présente. « Lieutenant. »« Oh, pardon, docteur. Je ne voulais pas vous interrompre. »« Vous n'interrompez pas. » Columbo tendit la main maladroitement. « Chose terrible. » Veil le secoua calmement. « Oui. »« Vous avez trouvé Mademoiselle Bell ce matin ?»« Je l'ai fait. »« Ça a dû être terrible. » Veil semblait sincèrement touché. « C'était... » Columbo hocha la tête avec sympathie, son regard errant brièvement dans la pièce. « Vous la connaissiez plutôt bien. Elle m'a consulté au sujet de son enquête. Les disparitions. Oui. » Columbo baissa instinctivement la voix. « Oh, que entreprise !» Veil l'observa attentivement à présent. « Vous en avez entendu parler ? Ma femme lit ces articles. » Il haussa les épaules, l'air contrit. « Elle aime les histoires, qui font peur. Moi, je n'arrive pas à dormir après. » Un sourire fugace effleura le visage de Veil. La peur est persuasive. « Oui, monsieur. » Columbo regarda le corps recouvert d'un drap qu'on évacuait par le couloir. Elle pensait que quelqu'un la suivait ? Oh, elle croyait à beaucoup de choses. La réponse est arrivée trop facilement. Columbo l'a remarqué, pas visiblement, mais à l'intérieur, un minuscule mécanisme a cliqué une fois. Val croisa les mains. Elle subissait une forte pression psychologique. Vous pensez qu'elle s'est suicidée ? Non. Ah. Columbo sembla soulagé par cette clarification. C'est bien, parce que je ne le pensais pas non plus. L'expression de Veil a à peine changé. Qu'en avez-vous pensé ? Oh, je n'y pense pas encore. Columbo sourit timidement. C'est généralement le problème. Mercer s'approcha en tenant un dossier. Lieutenant, le service d'anatomopathologie indique que la cause préliminaire semble être une strangulation. Veil ferma brièvement les yeux. Une performance mesurée du deuil. Columbo observait en silence. Pas la tristesse. Le moment choisi. Un peu trop préparé, tout simplement. « Vous allez bien, docteur ?» demanda doucement Columbo. « Oui. »« Vous avez besoin de vous asseoir ?»« Non, merci. » Columbo acquiesça. Son regard se posa ensuite sur l'ordinateur portable de Marianne. « C'est bizarre, quand même.
Veil le regarda. Ce courriel qu'elle a écrit. Veil resta immobile. Celle où il y a quelque chose qui la suit? Oui. Columbo se gratta le front. Eh bien, il sourit d'un air contrit. Ce n'est peut-être rien, probablement rien. C'est juste que, si quelqu'un pense être suivi, il fit un geste vague autour de l'appartement. Pourquoi venir ici? Silence. Bref, invisible à tous sauf aux deux hommes qui se tenaient à l'intérieur. Val répondit calmement. Elle me faisait confiance. Columbo acquiesça aussitôt. Exactement, bien sûr. Puis il sourit de nouveau, petit, inoffensif, oubliable. Mais pour la première fois ce matin-là, Adrian Veil ressentit une très légère sensation de malaise. Pas la peur, rien de si dramatique. J'avais juste cette impression étrange que le petit détective miteux dans son imperméable taché était entré dans la pièce avec plus que des questions, quelque chose de plus silencieux que la suspicion, patience. Chapitre 3. La pluie cessa peu après midi, mais Londres conserva sa couleur de pierre mouillée. Le lieutenant Columbo se tenait sous l'auvent d'un petit café en face de la gare de Charing Cross, fixant un sac en papier comme s'il était profondément déçu par son contenu. À l'intérieur, il y avait un demi-sandwich au fromage et une pomme abîmée. Il soupira, puis il s'est aperçu qu'il avait acheté du thon par inadvertance. Encore. Ma femme m'avait prévenu, murmura-t-il. Les piétons l'entouraient dans un silence pressé. Personne ne levait les yeux. Londres était passé maître dans l'art de ne pas lever les yeux. De l'autre côté de la rue, les gros titres des journaux criaient des variantes de la même peur. Le tueur entité fait une nouvelle victime. La femme qui était suivie. La police dément tout lien. Columbo étudia les unes des journaux avec un léger malaise. La peur le fascinait. Non pas parce que cela rendait les gens irrationnels, parce que cela les a rendus coopératifs. Il froissa délicatement le sachet de sandwich et se dirigea vers l'entrée du métro. Les derniers déplacements de Marianne Bell avaient déjà été partiellement reconstitués grâce aux caméras de surveillance des transports en commun. Station Russell Square, quai en direction nord, sortie à Holborn, bref arrêt devant le café d'une librairie, puis l'appartement du docteur Adrian Veil. Simple, trop simple. Cela le dérangeait. À l'intérieur de la station, les tunnels carrelés conservaient la chaleur rance de milliers d'inconnus de passage. Columbo descendit lentement, une main agrippée à la rambarde. Un agent de la circulation l'accompagnait à contre-cœur. « Nous avons déjà vérifié les images 2 fois. »« Oh, je sais. » Columbo sourit d'un air contrit. « Désolé de vous faire recommencer. » L'agent a ouvert une petite salle de surveillance remplie d'écrans. Nous perdons la visibilité par intermittence près du couloir est, a-t-il expliqué. Ancien système. Columbo hocha la tête distraitement en regardant Marianne apparaître à l'écran. La voilà. Manteau foncé, cheveux humides à cause de la pluie. Elle a regardé derrière elle 2 fois en moins de 10 secondes, effrayée. L'agent croisa les bras. Elle était vraiment convaincue que quelqu'un la suivait. Peut-être. Columbo se pencha plus près. « Pouvez-vous vous arrêter là ?» L'image s'est figée. Marianne se tient près d'un mur publicitaire carrelé. Elle regarde par-dessus son épaule, pas contre une personne, dans l'espace. Columbo observait en silence. « Vous savez, dit-il, quand les gens ont peur, ils cherchent généralement des visages. »« Quoi ?»« Eh bien, si quelqu'un me suit, je cherche. Quelqu'un, la taille, le manteau, les chaussures. » Columbo désigna doucement l'écran. On dirait qu'elle s'attend à ce que quelque chose soit absent. L'agent se tortilla mal à l'aise. « Tu insinues qu'elle était folle ?»« Oh non !» Columbo esquissa un sourire. « Je veux dire qu'elle avait peur. » Il y avait une différence, une question très importante. L'agent a rembobiné la vidéo plus loin. Marianne monte dans le train. Assis seul, vérification des reflets dans le verre. Puis une autre silhouette fit brièvement son apparition à l'extrémité du quai. Grand, manteau foncé, visage dissimulé. L'agent a interrompu le mouvement. « Nous n'avons pas pu l'identifier. » Columbo plissa les yeux. « Hein ? Ça pourrait être n'importe qui. »« Ouais. » La silhouette a disparu avant l'embarquement. Plus d'image, visage inutilisable.
Colombo se frotta lentement le front. Ce qui est étrange avec les foules. L'agent a attendu. Elles sont pratiques pour se cacher. Colombo jeta un dernier regard à l'image figée. Mais elles sont aussi pratiques pour disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas encore. Ce qui était vrai. Surtout, 1 heure plus tard, Colombo arriva à l'improviste à l'institut privé d'Adrian Vale, près de Harley Street. Le bâtiment ressemblait davantage à une galerie d'art qu'à un cabinet psychiatrique. Éclairage tamisé, décor minimaliste, les réceptionnistes parlaient à voix basse, comme si les bruits forts étaient médicalement inappropriés. Val sortit de son bureau, l'air surpris et maîtrisé. « Lieutenant. »« Oh, pardon, docteur. » Colombo se leva maladroitement de sa chaise. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout. C'est gentil de votre part. » Vale fit un geste en direction du bureau. « S'il te plaît. » La pièce donnait sur la ville à travers d'immenses fenêtres grises. Des bibliothèques tapissaient un mur. Des tableaux abstraits ornaient un autre. Tout est précis, contrôlé. Colombo se tenait là, examinant une sculpture en fer torsadé. C'est quelque chose, hein ? Ça s'appelle effet de l'observateur. Oh ! Colombo hocha la tête comme si cela éclaircissait tout. Ma femme aime les hiboux. Val était assis calmement derrière son bureau. « Que puis-je faire pour vous, lieutenant ?» Colombo resta immobile un instant de trop, distrait par des articles de journaux encadrés au mur. Un titre d'article mentionnait Vale évoquant l'hystérie collective qui avait suivi une série d'agressions dans le métro quelques années auparavant. Un autre la citait, décrivant la peur comme socialement transmissible. Phrase intéressante. Colombo finit par s'asseoir. Je me posais des questions sur Marianne Bell. L'expression de Val s'assombrit comme il se doit. Oui, a-t-elle déjà mentionné des personnes en particulier ? Quelqu'un la menace-t-il ? Non, elle vous faisait confiance. Je crois qu'elle l'a fait. Colombo acquiesça. Puis j'ai remarqué un stylo-plume posé à côté du carnet de Val. Lac noir, garniture argentée, chair, identique à celle visible sur les photos de l'appartement de Marianne, à côté de l'ordinateur portable. Sans doute sans signification. Probablement. Vous savez, dit doucement Colombo, je n'arrête pas de penser à ce courriel. Vale resta immobile. Celle qu'elle avait prévue ? Oui, monsieur. Cela vous dérange ? Eh bien, Colombo sourit timidement. C'est gênant, hein ? Comment ça ? Eh bien, si quelqu'un se sent en danger, il hésita. Pourquoi attendre pour envoyer le message ? Val répondit immédiatement. Les gens dramatisent la peur. Trop vite, encore. Colombo inclina la tête. C'est vrai. Vale se détendit légèrement. Mais alors, poursuivit Colombo, si elle voulait du sensationnalisme, pourquoi ne pas l'envoyer aux journaux ? Silence. Très bref. Vale joignit les mains. Vale. Elle était instable, lieutenant. Et voilà, c'était de nouveau le cas. Pas le chagrin. Diagnostic. Réduction contrôlée. Colombo remarqua autre chose aussi. Chaque fois que Marianne entrait dans la conversation, Vale s'expliquait qui elle était. Je ne l'ai jamais pleuré. Le détective soupira doucement. Vous savez, docteur, je dois vous dire... Il sourit presque timidement. Vous êtes un homme très apaisant. Vale l'observa attentivement. Vraiment ? Oui, monsieur. Colombo laissa échapper un petit rire. Ça me rend nerveux. Pour la première fois, le sang-froid du psychiatre ne vacilla presque pas. Un léger rétrécissement des yeux disparut instantanément, mais Colombo l'a vu, et il l'a discrètement rangé à côté de tout le reste. En sortant, Colombo s'arrêta près de la réception. Oh, une dernière chose. Vale se retourna. Ce journaliste qui a précédé Marianne, Daniel Fry ? Oui, Colombo se gratta la joue distraitement. Vous avez dit qu'il était schizophrène. Il l'était, droite. Colombo acquiesça. Alors, a-t-il jamais décrit l'apparence de la chose ? Val répondit sans hésiter. Non. Colombo sourit poliment. Tu vois, c'est drôle. Val attendit. Personne d'autre non plus. Colombo ajusta son imperméable. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tout le monde a peur de la même chose.
et sur ce, il partit. Laisser Adrian Vale seul au bureau pour la première fois de toute la journée, sans contrôle total de la pièce. Dehors, Londres s'assombrissait à l'approche du soir, et quelque part sous la ville, des trains continuaient de ramener chez eux des inconnus à travers des tunnels remplis de reflets. Chapitre 4. Jeudi soir, la pluie est revenue. Pas abondamment. Juste assez pour envelopper la ville d'un voile de lumière réfléchi et accentuer les ombres sous les auvents et les ponts. Le lieutenant Columbo détestait les parapluies par principe. Il nécessitait une coordination. Il arriva donc devant l'appartement de Marianne Bell, les épaules ruisselantes et portant un classeur en plastique dont les bords commençaient déjà à se recourber à cause de l'humidité. La gérante de l'immeuble, Madame Hargreaves, le regarda gravir l'étroit escalier avec un scepticisme manifeste. « Vous êtes le détective américain ? » ?»« Oui, madame. »« Tu n'en as pas l'air. »« On me le dit souvent. » Elle a ouvert la porte de l'appartement de Marianne. La police avait terminé son travail des heures plus tôt, laissant derrière elle le silence pesant et caractéristique des pièces récemment fouillées. Des tiroirs étaient entr'ouverts, des livres avaient bougé, la poussière était soulevée. Columbo entra lentement. « Mademoiselle Bell vivait-elle seule ?» demanda-t-il. « Oui. Vous la connaissez bien ? Ça suffit. » Madame Hargreaves croisa les bras. « Gentille fille, nerveuse ces derniers temps. » « Nerveux comment ?» La femme hésita. Elle n'arrêtait pas de demander si quelqu'un attendait dehors. Pour elle ? Elle le pensait aussi. Columbo hocha doucement la tête. « Avez-vous déjà vu quelqu'un ? » ?»« Non. Quelqu'un d'étrange ?» Madame Hargreaves lui lança un regard sec. « Ici, c'est Londres, lieutenant. » C'est un argument valable. Columbo parcourut prudemment l'appartement tandis qu'elle continuait à parler depuis l'embrasure de la porte. Elle ne dormait plus correctement. Elle entendait des bruits tout le temps. Il y a 3 nuits, elle m'a demandé si j'avais remarqué quelqu'un de l'autre côté de la rue. Et vous aviez ? Non. Columbo était accroupi près d'une table basse, encombrée de carnets et de brouillons d'articles, légendes urbaines, chronologie des disparitions, plan des stations de métro marquées à l'encre rouge. Les mêmes chaînes passaient en boucle. Holborn, King's Cross, Place Russell. Intéressant. Qu'est-ce qu'elle pensait qu'il se passait ? Demanda-t-il. Madame Hargreaves baissa instinctivement la voix. Elle croyait que quelque chose suivait les gens jusqu'à chez eux. Columbo soupira doucement par le nez. « Ouais, vous n'y croyez pas. Non, madame. » Il esquissa un sourire. Mais je crois qu'elle l'a fait. Cette distinction, encore une fois, toujours important. La propriétaire l'observa un instant. Vous pensez que quelqu'un l'a effrayée délibérément ? Columbo resta concentré sur les journaux. Peut-être. Pourquoi ? C'est ce qui me dérange. Il prit un des carnets de Marianne. À l'intérieur se trouvaient des résumés d'entretien avec des survivants, des personnes qui affirmaient avoir échappé à un harcèlement. Une entrée a immédiatement attiré son attention. La victime ne voit jamais directement l'entité. Elle décrit d'abord une sensation puis une prise de conscience. Une autre ligne en dessous. La peur précède l'observation. Columbo l'a lu 2 fois, puis une 3e fois. Un léger malaise s'installa en lui. Pas surnaturel, à motif, construit. On avait appris à ces gens à avoir peur. « Lieutenant ?» Il leva les yeux. Madame Hargreaves a désigné le couloir du doigt. « Il y a une chose. »« Oui, madame. » Elle a cessé d'utiliser les miroirs. Columbo cligna des yeux. « Des miroirs ?» Elle les a couverts avant d'aller au lit. Il la fixa un instant de plus. « Pourquoi ?» Elle a dit que la chose était apparue d'abord dans les reflets. Un doux silence s'installa dans l'appartement. Dehors, la circulation sifflait sur les rues mouillées. Alors Columbo demanda à voix basse « Le docteur Vale est-il déjà venu ici ?»« Oui. » « À quelle fréquence ?»« Plusieurs fois. » Madame Hargreaves se tortillait d'inconfort. « Vous pensez qu'il a quelque chose à voir avec ça ?»« Oh non, madame. » Columbo se redressa prudemment. « Je ne pense pas que ce soit grave pour l'instant. C'est bien là le problème.
Mais il pensait bien quelque chose. Pas assez. Une forme commence à se dessiner derrière le brouillard. Plus tard dans la soirée, Adrian Veil a assisté à un gala de charité au Royal College of Psychiatry. Des personnes élégantes évoluaient sous des lustres en cristal, portant du champagne et discutant de traumatisme, de politique et d'initiatives de financement avec une compassion soigneusement mesurée. Val était parfaitement à sa place dans des pièces comme celle-ci. Un sourire mesuré, chaleur contrôlée, l'intelligence sans arrogance manifeste. Il menait la conversation avec une aisance déconcertante, tandis que journalistes et donateurs gravitaient autour de lui avec admiration. Un producteur de télévision lui a effleuré le bras. « Dr Veil, c'est une histoire terrible concernant ce journaliste. »« Oui, » répondit-il solennellement, « très tragique. Vous aviez prévenu que l'obsession pour ces histoires pouvait devenir dangereuse. J'avais prévenu les gens que la peur se propageait. Et maintenant, une autre femme finit par mourir. » Veil baissa les yeux modestement. Le public apprécie davantage la mythologie que la réalité. Non loin de là, un quatuor à cordes interprétait des œuvres de Debussy. De faibles applaudissements s'élevèrent, quelque part près de l'entrée de la salle de bal. Veil le remarqua alors. Lieutenant Columbo, debout près du vestiaire, tenant une petite assiette contenant 2 crevettes intactes. Il semble profondément déplacé. Val ressentit immédiatement une oppression à la poitrine. Pas paniqué, anticipation. Columbo l'aperçut et s'illumina d'un air contrit. « Oh, docteur, excusez-moi, je n'étais pas sûr que ce soit la bonne chambre. Que faites-vous ici ?»« Eh bien, ils ont invité des représentants de la police. » Columbo sourit. Je pense qu'il s'attendait peut-être à quelqu'un de plus grand. Veil s'approcha calmement. Le détective jeta un regard circulaire sur la salle de bal avec une fascination sincère. Endroit magnifique. Il a une histoire. Ma femme adore les endroits chargés d'histoire. Columbo se pencha légèrement plus près. Personnellement, je me perds dans les hôtels. Veil faillit esquisser un sourire malgré lui. Presque. Vous appréciez Londres, lieutenant ? Oh, bien sûr. Columbo acquiesça. Mais je dois vous dire que ces rues... Il fit un geste vague. La nuit, l'atmosphère est différente. Comment ça ? On dirait que tout le monde rentre chez soi trop vite. Veil l'examina attentivement. La peur fait ça. Oui, monsieur. Un serveur est passé avec des flûtes de champagne. Columbo a pris de l'eau gazeuse par erreur. Il semblait déçu. « Docteur, dit-il après un moment, puis-je vous poser une question étrange ? Vous pouvez demander, avez-vous déjà remarqué comment les histoires transforment physiquement les gens ? » Veil plissa légèrement les yeux. En quel sens ? Eh bien, Columbo se gratta le front. Les gens se comportent différemment. Ils regardent par-dessus leurs épaules. Ils évitent dans les fenêtres. Il marqua une pause, presque comme s'ils avaient reçu des instructions. Silence. La musique continuait de résonner doucement autour d'eux. Val répondit avec précaution. C'est comme ça que fonctionne la suggestion. Suggestion. Oui. Columbo hocha lentement la tête. Hein ? Puis il sourit de nouveau, inoffensif, bénin. Mais la question suivante arriva avec une douceur terrifiante. Qui a suggéré l'idée en premier ? Veil soutint son regard. Pour la première fois depuis la mort de Marianne Bell, le psychiatre sentit quelque chose de froid s'insinuer silencieusement dans ses certitudes. Pas de suspicion. Ce n'est pas une accusation. Pire encore, direction. Et juste à ce moment-là, comme pour sauver l'instant, un autre invité fit son apparition. « Docteur Val, la séance va commencer. » Val se retourna brièvement. Lorsqu'il se retourna, Columbo fixait distraitement un mur de miroir près de l'entrée de la salle de bal. « Je contemple les reflets. » Pensez. Le détective surprit Veil en train de l'observer et haussa légèrement les épaules, gêné. « Oh, désolé, probablement rien. » Mais Adrian Veil n'y croyait plus. Chapitre 5. Le lendemain matin,
Londres s'éveilla sous un ciel bas et une odeur de chaussée mouillée. Le lieutenant Colombo était assis seul dans un café étroit près de la gare de Stone, remuant un café froid qu'il avait oublié de boire. Autour de lui, les navetteurs avançaient par vagues épuisées. Les journaux se pliaient, les chaises raclaient le carrelage. Les machines à expresso sifflaient comme de lointaines conduites de vapeur. Personne ne remarqua le détective qui examinait une collection de photographies étalées sur sa table. Victimes, témoins, plans de transport en commun, transcriptions d'entretien. Et dans presque tous les témoignages, le même schéma se dégageait. Première angoisse, puis fixation, puis l'isolement. Ce n'est qu'après coup qu'est apparue la conviction que quelque chose les avait suivis jusqu'à chez eux. Colombo se frotta les yeux, fatigué. Cette séquence le perturba profondément. La peur réagissait généralement au danger. Cette peur semblait avoir été préparée d'avance. Une serveuse s'approcha prudemment. « Ça va, chérie ?»« Oh oui, madame, merci. » Il sourit, l'air contrit. « Je réfléchissais, c'est tout. Ça n'aide jamais. »« Non, madame, ça ne fait généralement qu'empirer les choses. » Elle rit poliment et s'éloigna. Colombo regarda de nouveau les photographies. Une image montrait Daniel Fry sortant d'une station de métro 3 semaines avant sa disparition. Une autre photo montrait Marianne Bell devant un amphithéâtre où Adrian Vale avait pris la parole publiquement au sujet de la paranoïa urbaine. Les liens restaient indirects. Mais ils se resserraient, pas autour des preuves, autour de l'influence. Son téléphone a sonné. Sergent détective Mercer. Tu avais raison. Colombo se redressa immédiatement. C'est déjà arrivé, mais pas souvent. Qu'avez-vous trouvé ? L'autopsie a donné son résultat. Et on a retrouvé des traces de sédatifs dans le sang de Bell. Colombo resta immobile, sans surprise. Confirmation. Mercer a poursuivi. Le pathologiste a failli passer à côté. Faible dose. Mode d'administration inhabituel. Injection, on dirait bien. Colombo ferma brièvement les yeux. Marianne Bell, paralysée, gît sur le sol près de la cheminée, conscient, incapable de bouger, une mort terrible. « Vous êtes Daddy toujours là ?» demanda Mercer. « Oui, madame. »« Vous pensez que c'est Vale qui l'a fait ?» Colombo soupira doucement. « Je pense que c'est quelqu'un de très calme qui a fait ça. La même chose. »« Non !» Il regarda les passants par la fenêtre du café. « Ce n'est pas la même chose. » Car la colère laisse des empreintes. La panique a engendré des erreurs, mais les hommes qui se maîtrisaient ont créé une distance entre eux et la violence. C'était plus difficile. Mercer baissa la voix. Il y a plus. Oui, nous avons de nouveau vérifié les antécédents de Vale. 2 anciens patients avaient présenté des épisodes de panique similaires il y a plusieurs années. Disparus ? Non. Institutionnalisés ? Colombo hocha lentement la tête. Le schéma s'étendait plus loin dans le temps que prévu. « Merci, sergent. Tu vas quelque part ? » ?»« Ouais. »« Où ?» Colombo plia soigneusement les photographies. Pour poser une autre question stupide. La conférence du docteur Adrian Vale s'est conclue sous des applaudissements nourris. L'auditorium du King's College s'est vidé progressivement tandis que les étudiants et les journalistes se rassemblaient près de la scène dans l'espoir d'une brève conversation. Val a géré l'admiration avec brio. Il écoutait plus qu'il ne parlait, une caractéristique utile. Cela encourageait les aveux. Alors que la foule se clairsemait, Colombo apparut près des portes arrière, portant un sac en papier humide. Val le remarqua immédiatement, toujours. Le détective s'approcha avec une hésitation visible. « Oh, docteur, je suis désolé. Je ne savais pas que vous étiez occupé. J'ai terminé. C'est bien ?» Colombo souleva légèrement le sac. « J'avais apporté des viennoiseries, mais je me suis assis sur l'une d'elles dans le taxi. » Vale jeta un coup d'œil à la boîte écrasée. Néanmoins, c'est réfléchi. Ma femme dit que la nourriture facilite les conversations. Colombo fronça légèrement les sourcils. Honnêtement, je pense que cela dépend de ce qu'on mange. Vale faillit esquisser un sourire à nouveau. Petit homme dangereux. Ils traversèrent ensemble le couloir silencieux qui menait à l'amphithéâtre.
Les étudiants passaient en portant des livres et des parapluies. Les vieux murs de l'université amplifiaient doucement les pas. « Vous parlez magnifiquement, » dit Columbo. « Merci. » « Non, vraiment. Vous faites paraître les choses compliquées simples. C'est l'objectif. La peur surtout. » Veil ajusta sa manchette. « La peur est généralement simple en dessous. » Columbo hocha la tête pensif. « C'est intéressant. Comment ça ? » Eh bien, il haussa les épaules. La plupart des gens effrayés que je rencontre ne peuvent pas l'expliquer précisément. Pourquoi ils ont peur ? L'émotion précède les mots. Ouais. Ils atteignirent une haute fenêtre donnant sur la cour intérieure plongée dans l'obscurité par la pluie. Columbo s'arrêta là, l'air de rien. « Puis-je vous poser une question personnelle ? Si vous y tenez. Vous avez déjà fait peur aux gens exprès ?» Veil le regarda droit dans les yeux. « En thérapie ? En général ?» Le psychiatre répondit avec précaution. « La peur peut être instructive. » On dirait la réponse d'un professeur. Veil esquissa un léger sourire. « À quelle réponse vous attendiez-vous ? » ?»« Je ne sais pas. » Columbo parut soudain gêné. « Parfois mes questions paraissent plus intelligentes dans ma tête. » Une pause. Veil dit alors doucement. « Vous croyez que quelqu'un a fabriqué ces observations ?» Columbo observa la pluie ruisseler sur la vitre. « Je pense que quelqu'un comprenait très bien les personnes solitaires. Les personnes solitaires créent constamment des mythes. Oui, monsieur. Et les esprits effrayés sont influençables. C'est vrai aussi. » Varl croisa les mains derrière son dos. « Vous voyez de la manipulation. Je vois une pathologie. » Columbo hocha lentement la tête, comme s'il réfléchissait sérieusement à la question. « Alors, peut-être. » Le mot persistait étrangement. « Pas d'accord. Possibilité. » Ils reprirent leur marche. À la sortie du couloir, Columbo s'arrêta brusquement de nouveau. « Oh, juste une dernière chose. » Veil ferma presque les yeux. « Oui, lieutenant. Cette phrase que vous avez utilisée hier soir. » « Quelle phrase ? » « La peur socialement transmissible. » Veil resta calme. « J'ai écrit des articles sur le sujet. » « D'accord. » Columbo esquissa un sourire. « Voyez, j'ai fait des recherches. » « Et ? » « Eh bien, » il se gratta la joue. « La plupart des experts parlent de propagation de la panique après un événement. » « Oui. Mais vos articles ?» Columbo inclina légèrement la tête. « Vous parlez de créer l'événement après coup. » C'est très calme maintenant. Les étudiants passaient sans remarquer le silence qui s'installait entre les deux hommes. Veil répondit calmement. « Le contexte façonne la mémoire. » Signification ? Les gens réinterprètent les expériences ordinaires une fois que la peur leur donne un récit. Columbo hocha de nouveau la tête. « C'est fascinant. C'est de la psychologie. »« Oui, monsieur. » Columbo esquissa alors un sourire presque chaleureux. « Vous savez ce que je pense, docteur ? » ?»« Quoi ? » ?»« Je pense que si un homme comprenait suffisamment bien ce processus, il regarda pensivement le couloir. Il pourrait convaincre les gens qu'ils étaient hantés sans jamais leur montrer de fantômes. Aucun des deux hommes ne bougea. La pluie tambourinait doucement contre les vieilles vitres. Veil prit finalement la parole. « Est-ce une théorie, lieutenant ?» Columbo haussa légèrement les épaules. « Non, monsieur. » Il leva doucement les yeux. « Juste quelque chose qui me suit. » Chapitre 6. Ce soir-là, la ville disparut à nouveau dans le brouillard. Pas un brouillard spectaculaire. Londres ne connaissait plus le brouillard théâtral des illustrations victoriennes. Celui-ci était plus fin, plus sale, une brume moderne de pluie, de gaz d'échappement et de néons reflétés. Pourtant, cela a changé les gens. Les piétons marchaient plus vite. Les fenêtres sont devenues des miroirs. Et chaque porte obscure devint un lieu d'observation. Le lieutenant Columbo se tenait devant une maison mitoyenne étroite à Camden, tenant un morceau de papier plié qui s'était ramolli à force d'être manipulé. Un seul nom y figurait, Elliot Weaver, un ancien patient d'Adrian Veil, vivant. Contrairement aux autres, une femme à l'air fatigué a ouvert la porte après le 3e coup. « Oui ?» Columbo retira poliment son chapeau. « Excusez-moi de vous déranger, madame.
Lieutenant Columbo, police. Son expression a changé instantanément. Pas la peur. Fatigue. Vous êtes ici à propos d'Elliot. Oui, madame. Il n'aime pas les étrangers. Je comprends. Elle hésita avant de s'écarter. La maison exhalait une légère odeur de poussière et de thé bouilli. Les rideaux restaient entr'ouverts malgré l'heure matinale. Des lampes diffusaient une faible lueur dans les coins, comme si la lumière vive elle-même était devenue indésirable. « Elliot est mon frère », expliqua la femme d'une voix calme. « Il n'a pas travaillé depuis presque 1 an. Ce qui s'est passé ? Il a commencé à croire que quelqu'un l'avait suivi depuis le métro jusqu'à chez lui. » Columbo hocha doucement la tête. La même histoire. Ça l'a ruiné. Elle conduisit Columbo à l'étage, vers une petite chambre où un jazz feutré passait par de vieux haut-parleurs. Le détective s'arrêta sur le seuil. Elliot Weaver était assis près de la fenêtre, emmitouflé dans un cardigan gris malgré la chaleur intérieure. La quarantaine, les yeux cernés, intelligent malgré la fatigue. Il remarqua immédiatement Columbo. « Vous êtes de la police ? » ?»« Oui, monsieur. »« Vous pensez que je suis fou ? » ?»« Non, monsieur. » Columbo esquissa un sourire. « J'ai rencontré des fous. Vous ne semblez pas assez ambitieux. » Contre toute attente, Elliot a ri une fois. Petit, sec. Sa sœur parut soulagée par ce son. Columbo entra prudemment et s'assit sur une chaise près du lit. « Vous connaissiez le docteur Vail ?» Le visage d'Elliot se crispa. « Oui. Il vous a soigné ? Il m'a étudié. » Formulation intéressante. Columbo attendit. Un silence pesant régnait dans la pièce, tandis que la pluie murmurait contre les fenêtres. Finalement, Elliot prit la parole. « Vous savez ce qui est le pire ? » ?»« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Pas la peur. » Il fixa le plancher. « La certitude. » Columbo resta parfaitement immobile. On finit par se convaincre que quelque chose existe même quand on sait que ça n'a aucun sens. « Avez-vous réellement vu quelqu'un ? » ?»« Non. Alors pourquoi y croire ? » Elliot leva lentement les yeux, parce qu'il me l'a appris. La pièce sembla se contracter légèrement autour de cette phrase. Columbo garda un ton calme. « Docteur Vail ?» Elliot acquiesça. Il posait des questions. Ses doigts se crispèrent sur une tasse de thé. Des petites choses, si je remarquais les regards, si des inconnus descendaient parfois des trains derrière moi. Il déglutit difficilement. Puis il m'a dit que l'hypervigilance était fréquente avant un traumatisme. Columbo écouta attentivement. Aucune interruption, aucun encouragement, juste de l'espace. Elliot a poursuivi. Au bout d'un moment, chaque coïncidence a commencé à sembler arrangée. Et l'entité ? Il ne l'a jamais décrit directement. La voix d'Elliot baissa. C'est là toute la subtilité. Columbo sentit quelque chose de froid s'installer plus profondément en lui. « Tu le décris toi-même » murmura Elliot. « C'est ton propre esprit qui le construit. » Dehors, une sirène retentit au loin, sous le brouillard. Columbo demanda à voix basse « Pourquoi as-tu cessé de croire ?» Elliot regarda la vitre striée par la pluie. « Parce qu'au final, j'ai compris que la peur survenait toujours après lui avoir parlé. » Silence. Lourd maintenant. Le détective hocha lentement la tête. « Alors, vous avez déjà dit ça à la police ? » Ils n'ont pas voulu écouter. « Pourquoi pas ?» Elliot esquissa un faible sourire. « Parce qu'à ce moment-là, j'avais l'air d'un fou. » Aux alentours de minuit, Adrian Vail rentra à son appartement et trouva le lieutenant Columbo assis dans le hall, tentant sans succès de faire fonctionner la machine à café de l'immeuble. Le détective leva les yeux, l'air brillant. « Oh, docteur, bonsoir. » Vail s'est arrêté. « Lieutenant, cette machine a avalé mes pièces. » Columbo la regarda en fronçant les sourcils. « Je crois qu'elle sait que je suis étranger. » Vail retira ses gants avec un calme mesuré. « Vous avez pris l'habitude d'apparaître à l'improviste. »« Oh, je suis désolé. » Columbo se redressa aussitôt. « Je peux revenir demain. »« Non, vous êtes déjà là. » Ils entrèrent ensemble dans l'ascenseur. Espace confiné, léger bourdonnement mécanique. Aucun des deux hommes ne parla pendant plusieurs secondes. Columbo soupira. « Vous vous fatiguez parfois, docteur ? » « De quoi ? »
comprendre les gens. Veil jeta un coup d'œil sur le côté. C'est une question inhabituelle. Eh bien, ma femme dit que les gens sont épuisants. Columbo esquissa un sourire. Personnellement, je pense qu'elle a choisi le mauvais métier. Val faillit répondre. Mais non. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Ils pénétrèrent dans le couloir situé devant l'appartement de Veil. Columbo s'attarda là, mal à l'aise. J'ai rencontré Elliot Weaver ce soir. Très courte pause. Veil retira lentement ses clés. Je vois. Il a dit beaucoup de bien de vous. C'est généreux. Il a dit que vous l'aviez aidé à comprendre la peur. Val a déverrouillé la porte de l'appartement. La peur nécessite souvent une interprétation. Oui, monsieur. Columbo acquiesça. C'est étrange, cependant. Val attendit. Il se souvient précisément de certaines phrases. Le psychiatre resta immobile. Phrases ? À propos d'observation, d'hypervigilance, de reconnaissance des schémas. Columbo se gratta le front. Vous utilisez toujours le même langage. C'est ce qu'on appelle la cohérence. Oui, monsieur. Le détective sourit poliment, puis son regard se porta sur l'intérieur de l'appartement. Lumière chaude. De la musique jazz. Encore. Toujours du jazz. Toujours sous contrôle. Vous savez ce qui me tracasse ? Dit Columbo d'une voix douce. Val n'a rien dit. Tous ces gens qui ont eu peur. Columbo se retourna vers lui. Ils étaient isolés avant de disparaître. C'est fréquent chez les personnes psychologiquement vulnérables. Peut-être, une autre pause. Puis la voix de Columbo devint presque conversationnelle. Mais l'isolement est aussi utile, non ? L'expression de Veil s'est légèrement refroidie. Pour qui ? Pour quelqu'un qui enseigne la peur. Les mots se sont installés silencieusement entre eux. Aucune accusation, aucune preuve, juste la forme. Veil entra complètement dans l'appartement. « Vous êtes en train de construire un récit, lieutenant. »« Oh, absolument. » Columbo sourit d'un air contrit. « Le problème, c'est que je ne suis pas encore assez intelligent pour savoir si c'est le bon. » Et d'une certaine manière, cette réponse perturba Adrian Veil plus que la certitude ne l'aurait fait, car cette certitude pourrait être remise en question. Mais patience, la patience attendait simplement. Alors que Columbo se tournait à nouveau vers l'ascenseur, il s'arrêta une fois de plus. « Oh, une dernière chose. » Veil ferma brièvement les yeux. « Oui ?» Le détective semblait véritablement perplexe. « Pourquoi le jazz ?» Veil cligna des yeux. « Quoi ? Tu joues toujours du jazz ?» Une question étrange, presque enfantin. Veil répondit avec précaution. « Cela détend les gens. » Columbo hocha lentement la tête. « Hein ?» Puis, il sourit. « J'imagine que ça dépend de qui écoute. » Chapitre 7. 3 jours plus tard, une autre femme a disparu. Elle s'appelait Claire Morton, une étudiante de 3e cycle originaire de Southwark, qui a disparu après avoir quitté un séminaire tardif près de Covent Garden. Les images de vidéosurveillance la montrent sortant du métro peu après minuit, jetant plusieurs fois des regards derrière elle avant de disparaître précipitamment du champ de la caméra. Au matin, tous les journaux londoniens publiaient l'information. L'entité déclare une nouvelle victime. La police déconseille les déplacements tardifs. Un psychiatre appelle au calme public. Ce dernier titre était accompagné d'une photographie du docteur Adrian Veil, debout devant la maison de la radiodiffusion, vêtu d'un manteau de laine sombre et parlant solennellement dans des microphones. La peur lui allait bien en public. Cela l'a élevé au rang de grand-père. Columbo fixait l'article du regard, assis dans un bureau de police exigu, où flottait une légère odeur de chauffage et de cigarettes froides. Le sergent détective Mercer jeta un autre journal sur le bureau. « La ville est en train de perdre la tête. »« Oui, madame. »« Tu penses toujours que Veil est derrière tout ça ?» Columbo plia soigneusement l'article. « Je crois qu'il aime être au contact de la peur. Ce n'est pas une preuve. » « Non. » Mercer s'appuya contre le classeur. « Alors, qu'avez-vous » Columbo resta silencieux un instant. Ne pas retenir. Penser. « Avez-vous déjà connu quelqu'un » demanda-t-il doucement,
qui avait besoin d'être la personne la plus intelligente de la pièce? Mercer fronça les sourcils. Je travaille aux homicides. Il hocha la tête. Parfois, ces gens-là ne recherchent pas seulement l'admiration. Son regard se porta sur la fenêtre ruisselante de pluie. Parfois, ils veulent te prouver que le monde fonctionne comme ils le prétendent. Tu crois que c'est de l'ego? Je pense, soupira légèrement Columbo. Je pense que le docteur Veil a passé beaucoup de temps à étudier les gens effrayés. Mercer croisa les bras. Et peut-être qu'il a fini par cesser de les considérer comme des personnes. Le silence se fit dans le bureau. Dehors, le tonnerre grondait quelque part au-dessus de la ville. Ce soir-là, Adrian Veil a organisé un dîner privé dans son appartement. Écrivain, universitaire, un producteur de documentaires de la BBC, le genre de société intelligente qui aimait discuter de terreur de manière abstraite tout en dégustant des vins coûteux. Des bougies vacillaient doucement sur la table à manger. Du jazz joué en sourdine en fond sonore. Toujours du jazz. Veil passait d'une conversation à l'autre avec une aisance déconcertante. Ce phénomène n'est pas surnaturel, expliqua-t-il calmement. Il est mémétique. Le producteur se pencha en avant. Signification? Une idée qui se propage comme une infection. Veil sirota son vin. La peur se propage socialement. Une fois que les gens intériorisent cette attente, les expériences ordinaires deviennent menaçantes. Un professeur hocha la tête en signe d'approbation. Paranoïa collective. Précisément, un invité a ri nerveusement. Donc le monstre n'est pas réel. Val esquissa un léger sourire. Les conséquences sont... Des murmures polis s'ensuivirent, puis l'interphone a sonné. Le regard de Veil se déplaça presque imperceptiblement. Ennui. Un domestique ouvrit la porte de l'appartement quelques instants plus tard. Le lieutenant Columbo se tenait là, tenant un parapluie ruisselant qu'il ne savait visiblement pas fermer. « Oh, je suis désolé, » dit-il aussitôt. « Ça fuit partout sur votre sol. » Le serviteur le regarda avec incrédulité. Val s'approcha depuis la salle à manger. « Lieutenant, docteur. » Columbo sourit d'un air contrit. « Je ne savais pas que vous aviez de la compagnie. Nous sommes en plein dîner. » « Oh !» Columbo semblait sincèrement contrarié. « Alors je peux revenir. » Un des invités l'a reconnu grâce aux journaux. Le détective, malheureusement partir maintenant attirerait davantage l'attention que de rester. Val dissimula parfaitement son irritation. « C'est bon, entrez. » Columbo entra maladroitement dans l'élégante salle à manger, tel un homme qui s'était accidentellement égaré dans le mauvais siècle. Les invités l'observaient avec un malaise mêlé de fascination. Il remarqua immédiatement le vin. « Oh, waouh !» Il brandit son gobelet en carton humide de café de distributeur automatique. « J'ai vraiment mal évalué la situation ce soir. » Quelques invités ont ri poliment. Veil désigna une chaise vide. « De quoi aviez-vous besoin, lieutenant ?» Columbo resta debout. « Eh bien, en fait, c'est sans doute idiot. » Il sortit un petit carnet de la poche de son manteau. « J'avais une question à propos de Claire Morton. » L'atmosphère a changé instantanément. Subtile, mais réelle. Val posa son verre de vin. « Et elle ? Elle a assisté à l'une de vos conférences le mois dernier. Ce n'est pas inhabituel. »« Non, monsieur. » Columbo tournait lentement les pages. « Elle a aussi téléchargé plusieurs de vos articles publiés. » Il leva légèrement les yeux. « Surtout ceux qui traitent de l'anxiété anticipatoire. » Le producteur assis à table a échangé un regard avec un autre invité. Veil répondit calmement. « Mon travail est public. »« Oui, monsieur. Et les crimes liés à la peur attirent actuellement l'attention. »« C'est vrai aussi. » Columbo hocha la tête pensif. Puis il s'est dirigé distraitement vers la bibliothèque. Tant de livres. Il pencha la tête en lisant les titres. « Vous devez avoir une mémoire extraordinaire. C'est utile sur le plan professionnel. Ma femme se souvient de tout. » Columbo esquissa un sourire. « Il y a 22 ans, j'ai oublié notre réservation pour un dîner d'anniversaire. » Il regarda les invités. « Parfois, elle le rappelle avant le dessert, histoire de me remettre les pieds sur terre.
de doux rires à nouveau. Mais Veil le surveillait attentivement à présent. Le détective s'arrêta près d'une photographie encadrée sur l'étagère, Veil recevant un prix lors d'une conférence de psychiatrie quelques années auparavant. À ses côtés se tenait un Elliot Weaver plus jeune. Intéressant. Columbo désigna nonchalamment du doigt. « C'est bien Monsieur Weaver, n'est-ce pas ?» Le visage de Veil resta impassible. « Oui. Vous êtes resté en contact après le traitement ? » « Occasionnellement. » Le détective étudia la photographie une seconde de plus. « Alors, vous savez ce qui est drôle, docteur ? » « Non. » Tous ces gens effrayés. Columbo se retourna lentement vers la pièce. « Ils vous ont fait confiance en premier. » Silence. Les invités se sont soudain montrés très intéressés par leurs verres à vin. Val répondit d'un ton égal. « Je suis psychiatre, lieutenant. »« Oui, monsieur. » Columbo sourit doucement. « C'est précisément ce qui m'inquiète. » Personne ne parla. La pluie tambourinait doucement contre les hautes fenêtres de l'appartement. Finalement, Veil se leva de table. « Peut-être devrions-nous poursuivre cela en privé. »« Oh non !» répondit rapidement Columbo. « Je ne voulais pas interrompre votre dîner. Vous l'avez déjà. » Un autre silence, une minuscule fissure, visible seulement un instant, mais Columbo l'a vue. Pression. Finalement, le détective soupira en s'excusant et rangea son carnet. « Vous avez raison. Je suis désolé. » Il jeta un coup d'œil aux invités. « Passez une bonne soirée. » Il se dirigea à petits pas vers la sortie. Il s'arrêta ensuite devant la porte de l'appartement. Encore une chose. Toujours. Médecin, Veil resta immobile près de la table à manger. « Oui ?» Columbo semblait véritablement incertain. « Pourquoi avez-vous arrêté de soigner Elliot Weaver ?»« Un rythme. » Veil répondit alors. Il s'est détaché de la réalité. Columbo hocha lentement la tête. « Tu vois ?» Il esquissa un sourire. « C'est étrange. Val n'a rien dit, parce qu'il m'a dit le moment précis où ça a commencé. La pièce était désormais parfaitement immobile. Pas de musique, pas de conversation. Seulement de la pluie. Columbo ajusta son imperméable humide. Il a dit que ça a commencé quand il a commencé à te croire. Chapitre 8. La percée s'est faite discrètement. Pas de confession dramatique. Aucun témoin caché ne se précipite dans un poste de police. Une simple petite incohérence dissimulée dans des documents administratifs de routine. Le genre de détail que la plupart des détectives négligeaient car il paraissait trop mineur pour avoir une importance. Le lieutenant Columbo l'a découvert à 1h20 du matin, alors qu'il était assis seul dans les archives du sous-sol de Scotland Yard, en train de manger des biscuits rassis achetés à un distributeur automatique. Il n'aimait pas ceux à la noix de coco. Malheureusement, la machine les préférait. Des piles de dossiers l'entouraient sous la lumière tamisée des néons, des rapports de personnes disparues, des évaluations psychologiques, des transcriptions d'entretien, et un détail qui ne passerait pas inaperçu. Chronologie de Claire Morton. Selon des témoins, Claire a assisté à la conférence d'Adrian Veil jusqu'à environ 22h15. Les images de vidéosurveillance l'ont ensuite filmée entrant seule dans la station Covent Garden à 23h02. Près de 47 minutes restent inexpliquées. Columbo fixa le rapport du regard, puis à un autre. Marianne Bell avait également disparu des images publiques pendant près de 40 minutes avant d'arriver à l'appartement de Veil. Daniel Fry. 32 minutes manquantes, toujours assez de temps pour discuter. Préparation, suggestion, pas suffisant pour un enlèvement, suffisant pour avoir de l'influence. Columbo se pencha lentement en arrière. Et voilà, c'était de nouveau le cas. La forme derrière la forme. Pas un prédateur poursuivant ses victimes dans les rues de Londres. Un homme qui instille soigneusement la peur dans des esprits vulnérables avant même qu'ils ne réalisent qu'ils ont peur. Mercer descendit l'escalier du sous-sol en portant 2 cafés. « Tu es encore là ? » ?»« Oui, madame. Tu as une mine affreuse. »« C'est très gentil. » Elle lui tendit un café. « Qu'est-ce que vous avez ?» Columbo étala les dossiers sur la table. « Temps perdu. » Mercer fronça les sourcils. « C'est ça, votre grande révélation ? » « Non. » Il tapota doucement les pages. « C'est ici qu'il leur parle. »
Vous ne pouvez pas le prouver. Non. Alors à quoi ça sert? Columbo fixa les rapports du regard. Tim. Il n'a pas besoin de les suivre physiquement. Sa voix restait douce et pensive. Il leur apprend à se suivre eux-mêmes. Mercer n'a rien dit, parce que soudain, cela paraissait plausible. Et c'était dangereux. Columbo se frotta les yeux fatigués. Vous savez ce qui est le plus intelligent? Quoi? Il ne décrit jamais l'entité. Columbo leva les yeux. Ainsi la victime la crée elle-même. La peur devient autogénérée. Un silence. Ce qui la rend plus difficile à combattre. Mercer s'appuya contre le bureau. Vous pensez qu'il choisit délibérément des personnes solitaires? Oui. Pourquoi eux? Parce que les personnes isolées ont besoin d'explications. Columbo soupira légèrement. Et les explications sont puissantes. Le détective se tut de nouveau. Puis une autre pensée m'est venue. Petit, pointu. Ses yeux se plissèrent légèrement. Mercer l'a remarqué. Quoi? Columbo leva les yeux au plafond, comme s'il écoutait quelque chose de lointain. Musique. Et quoi? Jazz. Elle cligna des yeux. De quoi parlez-vous? Mais Columbo était déjà debout. À 3h30 du matin, Adrian Vail fut réveillé par des coups frappés à la porte de son appartement. Pas bruyant, patient. Il ouvrit la porte vêtu d'une robe sombre, son irritation soigneusement dissimulée sous un calme professionnel. Columbo se tenait dehors, un sac en papier à la main. « Lieutenant. »« Oh, je suis désolé, docteur. » Columbo parut immédiatement gêné. « Je vous ai réveillé? »« Oui. »« Ah oui. Voyez-vous, je pensais que vous étiez peut-être encore debout. Il est 3h30 du matin. »« Oui, monsieur. » Le détective souleva légèrement le sac en papier. « J'ai apporté des viennoiseries. » Val le fixa du regard. « Pourquoi? » Eh bien, Columbo fronça légèrement les sourcils. « Honnêtement, j'ai oublié pourquoi pendant le trajet en taxi. » Pendant plusieurs longues secondes, aucun des deux hommes ne parla. Finalement, Vail s'écarta. Entrez. L'appartement restait impeccable même à cette heure-ci. Du jazz s'échappait doucement de haut-parleurs dissimulés près des étagères. Toujours du jazz. Columbo entra lentement. « Vous savez, dit-il, cet endroit me paraît exactement le même à chaque fois. » Vail ferma la porte. « J'aime la constance. »« Oui, monsieur. » Columbo se dirigea vers le tourne-disque. Miles Davis ce soir. Trompette grave, mélancolique. Le détective hocha la tête en signe d'approbation. Ma femme écoute de l'opéra italien quand elle fait le ménage. Il sourit, l'air contrit. Personnellement, je trouve que faire le ménage devrait avoir une connotation plus joyeuse. Vail resta debout. Vous n'êtes pas venu ici pour parler de musique? Non, monsieur. Columbo sortit un petit magnétophone à cassette de la poche de son manteau, désuet, porté. L'attention de Vail s'aiguisa instantanément. J'ai rendu visite à Elliot Weaver ce soir encore, dit Columbo à voix basse. Je vois. Et quand il se souvenait de quelque chose de nouveau. Vail n'a rien dit. Columbo appuya sur lecture. Un léger crépitement statique se fit entendre. Puis la voix épuisée d'Elliot se fit entendre. Il passait toujours du jazz pendant les séances. Il disait que le silence mettait les patients sur la défensive. Vail garda le contrôle de son expression. Mais il fait plus froid maintenant. L'enregistrement s'est poursuivi. Au bout d'un moment, chaque fois que j'entendais du jazz en dehors des sessions, j'ai commencé à me sentir observé. Cliquer. Columbo a éteint l'enregistreur. Un silence pesant s'installa dans l'appartement, à l'exception du son de la trompette qui continuait de murmurer à travers des haut-parleurs dissimulés. Val s'est dirigé lentement vers la fenêtre. Le conditionnement physique, a-t-il finalement dit. Oui, monsieur. Une technique thérapeutique courante. Peut-être. Columbo étudia attentivement la pièce. Le problème, c'est que... Il hésita. Tu utilisais la musique comme un déclencheur. Vail se retourna calmement. C'est absurde. C'est possible. Columbo acquiesça. Je me trompe souvent. Le détective se dirigea de nouveau vers la bibliothèque. Toujours en mouvement, toujours l'air distrait. Mais ce soir, Val a remarqué quelque chose de différent. Direction.
Le petit homme ne cherchait plus au hasard. Il arrangeait les morceaux. Vous associez la peur à des schémas sensoriels, poursuivit Columbo d'une voix douce. Des reflets, des sons, la répétition. Il regarda les haut-parleurs. Ainsi, les victimes commencent à se faire peur automatiquement. La mâchoire de Vail se crispa presque imperceptiblement. Vous construisez un fantasme à partir de personnes brisées. Peut-être. Encore ce mot. Patient. Mot terrible. Columbo soupira. Vous savez ce qui me dérange le plus, docteur ? Vail resta silencieux. Je crois que certaines de ces personnes vous faisaient confiance parce qu'elles étaient seules. Ses yeux se levèrent doucement, et je crois que vous aimiez être leur voix intérieure. Le jazz continua entre eux. Le son de la trompette résonne doucement dans la douce lumière des lampes. Val s'est approché du tourne-disque et l'a éteint. Le silence qui suivit fut soudain, violent. Alors, pour la première fois, Columbo sourit sans hésitation, très petit, très triste. « Voilà, dit-il doucement, c'est la première chose honnête que j'entends dans cet appartement. » Chapitre 9. La pluie a finalement cessé dimanche. Londres émergea lentement de sous sa coquille grise, comme si elle hésitait à faire confiance à la lumière du soleil. Ce matin-là, le lieutenant Columbo se tenait au bord de la Tamise et donnait des morceaux de pain rassis à des goélands qui semblaient profondément indifférents à sa générosité. Son imperméable paraissait encore pire à la lumière du jour. Le sergent détective Mercer s'approcha, un dossier sous le bras. « Tu n'as pas dormi ?» Columbo haussa les épaules. « J'ai essayé, mais mon cerveau n'arrêtait pas de parler. Ça n'a pas l'air sain. »« Oui, madame. » Elle lui tendit le dossier. « Les données de transport en commun sont revenues. »« Et ? Vous aviez raison concernant les zones d'ombre. » Mercer ouvrit le dossier. Chaque victime avait des rendez-vous ou des appels non documentés liés à Vail avant sa disparition. Columbo hocha lentement la tête. « Ce n'est toujours pas suffisant. » « Fermé. » « Mais pas suffisamment. » Mercer l'examina attentivement. « Tu sais qu'il l'a fait ? » ?»« Oui. » « Alors pourquoi se promène-t-il encore ?» Columbo déchira pensivement un autre morceau de pain. « Parce que les hommes intelligents se préparent à recevoir des preuves. » « Ce n'est pas une réponse. »« Non. » Il soupira doucement. « C'est ça le problème. » Les mouettes se sont dispersées soudainement lorsqu'un coup de corne de brume a retenti sur l'eau. Columbo les regarda s'élever dans le ciel pâle. « Avez-vous déjà remarqué, murmura-t-il, comment la peur change de forme une fois que les gens commencent à la partager ?» Mercer croisa les bras. « Tu lui ressembles. » L'impact a été plus violent que prévu. Columbo resta silencieux un instant. « Alors, c'est ce qui me fait peur. » À midi, Adrian Vail est apparu dans une table ronde en direct de la BBC concernant la panique publique à Londres. Il était assis sous les projecteurs du studio, affichant une autorité sereine, tandis que les animateurs discutaient des récentes disparitions sur un ton urgent. « Dr Vail, » demanda le présentateur, « croyez-vous que le public devrait réellement craindre un prédateur actif ?» Vail croisa les mains calmement. « Je crois que la peur elle-même est devenue le prédateur. » Réponse élégante. La télévision adorait les réponses élégantes. Le présentateur hocha gravement la tête. « Ces observations sont donc d'ordre psychologique ? » Dans bien des cas, oui. Une fois que l'anxiété s'enracine socialement, les expériences ordinaires deviennent menaçantes. De l'autre côté de la ville, Columbo regardait la retransmission depuis la vitrine d'un petit magasin d'électronique, tandis que les passants ralentissaient à côté de lui. Vail poursuivit son discours d'une voix assurée. On sous-estime la facilité avec laquelle on peut façonner la perception. Columbo fixa l'écran. Là, encore, pas de l'arrogance à proprement parler. Fierté. Cet homme voulait être crédité, pas ouvertement, mais inévitablement. Le présentateur se pencha en avant. Croyez-vous que quelqu'un puisse exploiter cette peur ? Une brève pause. Quasiment invisible. Val répondit alors. Oui. Columbo plissa les yeux. Pas à la réponse. Au plaisir qui se cache en dessous. Le psychiatre prenait un plaisir excessif à discuter du mécanisme, comme un artiste admirant son travail au pinceau.
Le détective se détourna du téléviseur et se mit à marcher, rapide pour lui, ce qui n'était toujours pas très rapide. Ce soir-là, Columbo arriva à l'appartement de Vail sans carnet, sans dossier et sans viennoiserie. Pour la première fois, il semblait déterminé. Val l'a immédiatement remarqué. « Vous avez cessé de vous excuser avant d'entrer. » Oh. Columbo jeta un coup d'œil en arrière vers la porte. « Désolé. » Vail faillit esquisser un sourire malgré lui. Presque. L'appartement était exceptionnellement calme ce soir. Pas de jazz. Aucun disque ne tourne doucement en fond sonore. Columbo l'a remarqué aussi. Ambiance différente. Val versa 2 verres d'eau minérale. Je pensais que le silence pourrait vous aider à réfléchir. C'est attentionné. Aucun des 2 hommes ne s'assit immédiatement. La ville brillait faiblement au-delà des hautes fenêtres. Londres nocturne ressemblait désormais davantage à un réseau électrique qu'à une architecture. Une myriade de lumières pulsant à travers le brouillard. Columbo s'approcha lentement de la bibliothèque. « Vous êtes-vous déjà senti seul, docteur ?» Vail l'observa attentivement. « C'est une question inhabituelle. » Eh bien, Columbo haussa légèrement les épaules. « Vous passez tellement de temps à étudier la solitude. » Vail répondit après une pause. « Tout le monde se sent seul. »« Oui, monsieur. Et les personnes effrayées recherchent une structure. » Droite. Columbo hocha la tête, pensif. « Voyez-vous, je pense que c'est là que tout a commencé. » Vail resta silencieux. « Je crois que vous avez compris quelque chose que la plupart des gens ignorent. » Columbo se tourna doucement vers lui. « Cette peur est préférable au vide. » Les mots persistaient. Ce n'est pas une accusation. Reconnaissance. Val s'est dirigé vers la fenêtre. « Vous avez dressé un profil psychologique intéressant de moi, lieutenant. »« Oh non, monsieur. » Columbo esquissa un sourire. « Je l'ai construit à partir de vos victimes. » Une autre pause. Val prit alors la parole à voix basse. « Et qu'est-ce que vous croyez exactement que j'ai fait ?» Et voilà. Pas un déni. Invitation. Columbo baissa les yeux sur le tapis pendant un long moment avant de répondre. « Je crois que vous avez trouvé des personnes isolées. » Sa voix restait douce. Des personnes déjà en proie au doute. Il leva les yeux. « Et vous leur avez raconté une histoire. » Le visage de Vail ne laissait rien paraître. « Tu le présentes comme une pièce de théâtre. » Je pense que c'était peut-être le cas. « Et les meurtres ?» Columbo soupira. « C'est la partie que je ne comprends toujours pas complètement. Un mensonge, pas entièrement. Mais ça suffit. » Val l'observa attentivement à présent, comme un joueur d'échecs qui évalue si son adversaire voit réellement l'échiquier. « Et pourtant vous revenez sans cesse ici. »« Oui, monsieur. »« Pourquoi ?» Columbo sourit tristement. « Parce qu'à chaque fois que je pars... » Il jeta un lent coup d'œil autour de l'appartement. J'ai l'impression que c'est répété. Pour la première fois, l'irritation se lisait visiblement sur le visage de Vail. Minuscule, pointu. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le deuil transforme généralement une pièce. Columbo fit un léger geste. Mais ici, on a toujours l'impression d'être prêt. Silence. Val laissa alors échapper un petit rire. Pas chaleureusement. « Vous êtes remarquable, lieutenant. » Columbo cligna des yeux. « Non, monsieur. »« Oui. » Val s'approcha. « Tu te caches brillamment derrière la confusion. » Le détective baissa modestement les yeux. « Ma femme dit que je suis vraiment confus la plupart du temps. Je n'y crois pas. »« Non ? » ?»« Non. » L'appartement était devenu très silencieux. Pas de musique, pas de pluie. Seuls les bruits lointains de la ville passaient sous les fenêtres. Alors Columbo demanda à voix basse « Pourquoi arrêter le jazz ?» Val le regarda pendant plusieurs secondes avant de répondre « Parce que vous l'avez remarqué. » Et voilà, la première vraie fissure, pas des aveux, pas paniquer, quelque chose de plus petit. Reconnaissance. 2 hommes qui se reconnaissent enfin honnêtement. Columbo hocha la tête une fois, presque respectueusement, puis il se dirigea vers la porte. « Une dernière chose, docteur. » Val ferma brièvement les yeux. « Oui ?» Le détective posa la main sur la poignée de porte. «
Quand Marianne Bell est morte, il parla maintenant doucement. Savait-elle que c'était vous à la fin ? La question planait dans la pièce comme de la fumée. Vail n'a pas répondu immédiatement, ce qui constituait en soi une réponse. Columbo l'observait en silence, pas triomphalement, malheureusement. Le détective inclina poliment la tête. « Bonne nuit, docteur. » Et Adrian Vail se retrouva seul pour la première fois, sans certitude de maîtriser encore le récit. Chapitre 10. Lundi soir, le ciel s'est dégagé pour la première fois depuis des semaines. Pas de pluie, pas de brouillard. Londres semblait vulnérable sous l'obscurité bleue et froide, chaque réverbère déchirant douloureusement le contraste de la nuit. Le docteur Adrian Vail se tenait seul dans son appartement, écoutant le silence. L'absence de jazz avait commencé à l'irriter. Cela a transformé les pièces. Cela leur a donné l'impression d'être plus petits. Dans toute la ville, les chaînes de télévision continuaient de parler de l'entité avec une fascination haletante. La peur du public s'était auto-entretenue. Même sans lui, elle allait probablement perdurer pendant des mois, peut-être des années. Cela aurait dû lui faire plaisir. Au lieu de cela, il se surprit à penser au lieutenant Columbo, l'imperméable miteux, le sourire d'excuse, l'insoutenable patience. On a frappé à la porte. Val ferma les yeux une fois avant de répondre. Columbo se tenait là, un cigare à la main qu'il avait oublié d'allumer. « Oh, docteur, excusez-moi, je sais qu'il est tard. » Vail s'écarta automatiquement. « Entrez. » Pour la première fois depuis leur rencontre, aucun des deux hommes ne fit preuve de politesse avec beaucoup d'enthousiasme. Columbo entra lentement. L'appartement avait une atmosphère différente ce soir. Non pas parce que quoi que ce soit ait changé, parce que la prétention avait... « Vous savez, dit Columbo à voix basse, ma femme trouve Londres magnifique. » Vail resta près de la fenêtre. « Et vous n'êtes pas d'accord ? » ?»« Oh non, je trouve ça beau aussi. » Columbo jeta un coup d'œil autour de la pièce. « Mais c'est d'une beauté solitaire. » Val n'a rien dit. Le détective sortit un dossier plié de la poche de son manteau. « Je crois que j'ai enfin compris quelque chose. » Enfin, ces paroles n'ont pas suscité la peur à Val, mais du soulagement. Le jeu s'épuise. Quoi exactement ? Columbo s'assit prudemment dans le fauteuil près de la cheminée où Marianne Bell était décédée. Il remarqua que Vail l'avait remarqué. Puis il soupira. « Vous n'avez jamais cru en cette entité ? » ?»« Non, tu croyais en la peur. » L'expression de Vail restait indéchiffrable. Columbo ouvrit lentement le dossier. « Elliot Weaver nous a autorisés à consulter ses enregistrements de thérapie. » Il leva les yeux, l'air contrit. Il s'avère que vos séances étaient archivées. Une très courte pause. Assez. Vous avez présenté les mêmes idées à chaque victime, poursuivit Columbo d'une voix douce. Hypervigilance, réflexion, répétition, observation des comportements. Il tapota légèrement le dossier. Le même langage à chaque fois. Val se dirigea vers la bibliothèque. Cela ne prouve rien de criminel. Non, monsieur, Columbo acquiesça. Mais ensuite nous avons trouvé autre chose. Le détective a emporté plusieurs photos de transit, images des quais du métro, des victimes entrant seules dans les gares. Et toujours, quelque part à proximité, Adrian Vail, jamais assez près pour les alarmer, sans jamais interagir directement, à peine visible. Je regarde. Confirmation de plantation. Tu leur as laissé te voir, a dit Columbo. Val resta silencieux. Vous passiez des semaines à accumuler l'anxiété pendant les séances ou les entretiens. Puis après, Columbo étala soigneusement les photographies sur la table. Vous apparaissiez brièvement dans des lieux publics. Le psychiatre a finalement pris la parole. Pourquoi ? Car une fois que la peur s'installe, la coïncidence devient une preuve. Un léger sourire effleura le visage de Vail. Pas un divertissement, reconnaissance. Oui, la sincérité de ses propos a glacé l'atmosphère. Columbo le regarda tristement. Vous les avez forcés à se hanter eux-mêmes. Val versa calmement de l'eau minérale dans un verre.
C'étaient déjà des personnes isolées. Cela n'en fait pas des expériences. Non. Veil regarda les lumières de la ville par la fenêtre. Cela les rendait réceptifs. Le détective expira doucement. Voilà. Quoi? La vérité. Un silence s'installa entre eux. Nettoyé maintenant. Plus de représentation. Columbo se pencha légèrement en avant. Marianne Bell a trouvé la solution. Oui, elle s'est rendue compte que la peur pointait toujours vers toi. Veil hocha la tête une fois. Pas de démenti. Aucune excuse. Elle est devenue dangereuse, a-t-il simplement déclaré. Sa simplicité était pire que la colère ne l'aurait été. Columbo l'observa longuement. « Vous savez ce que je pense, docteur ?» Val jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je crois que vous avez commencé par faire des recherches. » La voix du détective restait calme, peut-être même par curiosité intellectuelle. Il marqua une pause. Puis un jour, vous avez réalisé que maîtriser la peur vous procurait un sentiment de puissance. Le regard de Veil se porta sur les fenêtres obscures. Vous savez ce que les gens effrayés désirent le plus, lieutenant? Qu'est-ce que c'est? Signification. La pièce devint très silencieuse. Ils préféreraient croire qu'une entité invisible les suit à travers Londres, plutôt que d'accepter leur solitude. Le ton de Veil s'adoucit, presque avec regret. Je n'ai fait que donner forme à ce qui existait déjà. Columbo secoua doucement la tête. Non, monsieur. Il baissa de nouveau les yeux vers les photographies. Vous avez donné aux gens seuls la permission de s'autodétruire. Val prit une gorgée d'eau. Et pourtant, ils y croyaient. Oui. Pourquoi? Columbo esquissa un sourire. Parce que vous aviez l'air sûr de vous. Ça a atterri. Enfin. Le psychiatre s'assit en face de lui pour la première fois de la soirée. Je suis fatigué maintenant, plus vieux d'une certaine manière. Ah, tu sais, dit Veil d'une voix douce, une partie de moi pensait que tu ne le résoudrais jamais. Oh, moi non plus. Columbo laissa échapper un petit rire. Franchement, j'étais perdu la plupart du temps. Mais vous reveniez sans cesse. Oui, monsieur. Pourquoi? Columbo observa l'appartement, sur les étagères impeccables, l'éclairage mesuré, le contrôle insupportable. Puis il répondit doucement, parce que chaque victime avait encore plus peur après vous avoir rencontré. Il haussa les épaules. Et chaque fois que je venais ici, un court silence. Je me calmais. Pour la première fois, Adrian Veil n'avait aucune réponse préparée. Le silence s'étira. Columbo se leva alors lentement, ses articulations craquant. Dehors, les faibles gyrophares de la police reflétaient en bleu les fenêtres au loin, en contrebas. Val les remarqua immédiatement. Bien sûr que oui. Vous avez déjà arrangé ça. Oui, monsieur. Un autre signe de tête. Acceptation maintenant. Rien de théâtral. Aucune panne. L'inévitabilité, tout simplement. Val regarda le tourne-disque silencieux. J'aurais dû laisser le jazz allumé. Columbo sourit tristement. Non, docteur. Il se dirigea vers la porte. Je crois que nous avons enfin entendu les choses clairement. On frappa à la porte quelques instants plus tard. Officier, en uniforme. Le sergent détective Mercer attendait à leur côté. Columbo ouvrit la porte de l'appartement à moitié, puis s'arrêta. Une dernière chose. Veil a failli rire. Oui, lieutenant? Columbo semblait sincèrement désolé. Ma femme lit ces histoires de fantômes avant de se coucher. Il ajusta son imperméable froissé. Cela vous dérangerait-il si nous ne lui racontions pas la vraie version? Veil le fixa du regard. Pourquoi pas? Columbo haussa légèrement les épaules, l'air las. Parfois, les gens dorment mieux avec des monstres. Puis il fit un signe de tête poli aux officiers. Et tandis que Londres continuait de tourner sans fin sous les fenêtres, le lieutenant Columbo alluma enfin le cigare qu'il tenait depuis le début de la nuit et s'éloigna en ressemblant exactement à ce qu'Adrian Veil aurait dû reconnaître dès le départ. Pas un imbécile qui se prend pour un génie, un homme intelligent, parfaitement disposé à être sous-estimé.